Bombay et se rendant à Londres, un Constellation de l'Air India a disparu dans les Alpes avec 48 personnes à bord. La catastrophe du Malabar Princess, à la une des actualités françaises du 9 novembre 1950. 6 jours après les faits, c'est désormais officiel. Aucun des 48 passagers n'a survécu à ce crash survenu dans le massif des Bossons. C'est une drôle d'idée que j'avais eu là de proposer en conférence hebdomadaire du Figaro Magazine, la conférence où tout le monde se réunit pour proposer des sujets de reportage, d'aller à la recherche du Malabar Princess. Voilà ma rédaction qui rêvait de diamants, de rubis, d'émeraudes, coincés au milieu des glaces du Mont Blanc. Les glaciers bougent, plus qu'on ne le croit d'ailleurs, lorsqu'on dévale leur piste sur des skis. Ils descendent mètre après mètre vers le fond de la vallée, en fondant à mesure qu'ils progressent. Forcément, cette coulée de glace dégurgite tout ce qu'elle a avalé. Chaussures, bâtons de ski, vieux anoraks, ferrailles et, pour le mode plus macabre, les corps des victimes disparues en montagne. C'est comme si les glaciers rendaient aux hommes ce qui leur appartient. À la griffe des Bossons, m'avait dit un ami, on guette la sortie du Malabar Princess, un avion indien qui s'était écrasé sur le massif en 1950. On racontait qu'il transportait les bijoux d'une Maharanée qu'elle voulait mettre à l'abri dans une banque en Suisse. Notre directeur, Louis Powell, s'était montré plutôt sceptique, mais il devait connaître la légende qui entourait cet accident, et qu'on disait cette épave maudite. Avec raison, on va le voir. Aussi, son goût du sensationnel, matiné d'aventure et d'étrangeté, l'avait porté à me donner le feu vert pour ce reportage. On m'avait donc envoyé avec un photographe, sans que nous sachions bien ce que nous allions trouver, en cet hiver 1986, 36 ans après l'accident. Nous étions partis de Chamonix, plus exactement du hameau, au pied du glacier de l'Argentiera, au petit matin, avant que pointe le jour. Il faisait encore nuit noire lorsque nous nous sommes retrouvés au départ du téléphérique avec notre guide, équipé pour les deux Parisiens, comme si nous sortions d'un catalogue de la Redoute à la rubrique vêtements de travail, les bottes d'égoutier comprises. Ce genre d'expédition en montagne est toujours une aventure avec tous ses risques. Si j'avais bien compris ce que m'avait dit la veille notre guide, Loïc Tépaz, nous allions sous le glacier. Mais il n'était pas question d'escalade, encore moins de descendre dans les séracs, les crevasses qui fendent la couche épaisse des glaces. Une simple balade sous la montagne. Vous ne serez même pas mouillé, nous avait-il dit. Nous allions, si j'avais bien compris, emprunter le réseau des galeries qui servent aux employés de la société hydroélectrique à accéder à ce qu'on appelle des regards. Ce sont des ouvertures directes dans la glace où ils vérifient le débit de l'eau de fonte, exécutent des prélèvements, relèvent des températures, tout ce qui va leur servir à régler en aval le débit de l'eau dans les turbines. D'ailleurs, il y a 3 gars de la société, de la compagnie Emosson, la société d'exploitation franco-suisse d'hydroélectricité, qui attendent avec nous sur la plateforme du téléphérique. Enfin, c'est le départ. Guidé par les câbles invisibles à travers la nuit, la benne s'ébranle pour se hisser silencieusement vers le sommet du glacier. Nos compagnons se montrent moins avares en détail qu'au moment de notre rencontre. Peut-être sont-ils tout simplement réveillés. En tout cas, le café fumant et l'aventure avec le jour qui se lève délient les langues. Le Malabar Princess était l'un des 3 Lockheed 749 modèle Constellation livrés à Air India pour assurer la liaison Bombay-Londres avec escale au Caire et à Genève. Le 3 novembre 1950,
il avait heurté à 4670 mètres, ou 77 mètres d'altitude, le rocher de la Tournette, sur le glacier des Bossons, du côté français du Mont Blanc. Il était 10h30 du matin, et l'appareil transportait 48 passagers et membres d'équipage. Circonstance plus consternante encore, 40 jeunes marins indiens qui devaient travailler à Newcastle sur un navire de guerre britannique. Il y aurait eu aussi à son bord un coffre contenant les bijoux d'un Maharaja ou de son épouse ou d'une de ses épouses. Et le plus intéressant dans l'affaire, c'est la multitude d'accidents qui a succédé à ce drame. Pratiquement au même endroit. Les causes du crash du Malabar Princess sont encore inconnues. Probablement une forte tempête qui avait dérivé sur le massif. Un Dakota de la Swissair avait repéré l'épave assez rapidement et une équipe de sauveteurs s'était mise en route de Chamonix 3 jours après. Surprise par une avalanche, elle perd son guide, René Payot, guide instructeur de l'école de haute montagne de Chamonix, et elle est forcée, dans ces conditions dramatiques, de faire demi-tour. 10 jours plus tard, un autre accident se produit, presque au même endroit, faisant 58 morts. Même accident d'avion. 6 ans plus tard, en 1956, 2 alpinistes se retrouvent bloqués par les glaces là-haut, près du lieu de l'accident du Malabar Princess. Les 2 hommes périssent sans que les secours aient pu parvenir jusqu'à eux. C'est l'affaire Vincendon-Henry qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Le 24 janvier 1966, un autre avion de la compagnie Air India, un Boeing 707, le Kanchenjunga, en provenance de Bombay, s'écrase pratiquement au même endroit. Il avait heurté le rocher, à 300 mètres du refuge Vallot, alors qu'il amorçait sa descente sur Genève, causant la mort de ses 117 passagers. On a dit là aussi qu'il transportait des lingots d'or, un coffret de diamants qui aurait intéressé au plus haut point les assureurs suisses. Même chose. On n'a rien retrouvé. La glace a englouti passagers, avions et trésors. Si ce n'est pas l'épave de l'un, c'est l'autre, m'avait glissé à l'oreille notre guide, ajoutant « Vous avez de la chance, il n'y a encore personne sur le coup ». Que voulait-il dire par là? Des journalistes, des équipes de recherche en montagne, ou tout simplement des curieux. Le soleil s'était levé derrière nous lorsque nous avons atteint l'entrée de la première galerie. Les gars de la compagnie d'exploitation hydroélectrique nous ont quittés là, et nous, on a continué notre expédition en direction de la deuxième, à 2060 mètres, qu'ils appelaient le puits S5. Arrivé là, on s'est engagé, à la lumière de nos lampes frontales, dans un long tunnel glacial jusqu'au pied d'un escalier de fer. C'est là qu'a commencé l'ascension. Tout le long de la paroi rocheuse, dans un froid intense qui glaçait les fuites d'humidité pour en faire comme des cheveux hérissés. J'ai compté 218 marches sur cette ferraille qui tremblait sous nos pas. Le bruit assourdissant d'une chute d'eau nous accompagne. C'est le débit des fontes qui se jettent dans les soupapes d'évacuation qui sont en bas. Le torrent a 250 mètres de longueur et son débit, à ce que m'a dit le guide, est encore loin d'être à son maximum. Arrivé au sommet de l'escalier, notre compagnon a ouvert une vanne, accès direct à la face interne du monstre de glace, ce que les glaciologues appellent la semelle du glacier. Une image qui dit bien que les glaciers marchent. Et nous voilà partis dans la glace, et non plus sur la glace, en file, au milieu d'un bruit assourdissant qui me fait penser au bruit d'une salle des machines sur un bâtiment de guerre. Nous sommes entrés dans un autre monde. En quelque sorte, on est dans le 5e élément.
Un vent violent nous fouette le visage. Loïc nous dit que c'est à cause d'un appel d'air. On est comme dans un siphon. À plus de 100 km/h, il pourrait presque coucher un homme à terre. Le tunnel est une soufflerie où nous avançons lentement en nous tenant à une corde de sécurité qui a été rivée dans la roche. À mesure que nous avançons entre la roche et la glace, le taux d'humidité décroît dans la grotte. Au vacarme qui emplissait la galerie a succédé un silence feutré. Peut-être parce que nous nous sommes écartés de la chute d'eau. Enfin, ce n'est pas tout à fait le silence. Un grondement sourd résonne sous la voûte obscure comme des explosions dans le lointain. C'est le bruit des plaques de glace qui s'entrechoquent, m'explique notre guide. Elles se chevauchent en se cognant sur nos têtes. Nous marchons en quelque sorte sous une banquise. Au nombreux blocs autour de nous, je remarque que la voûte qui nous couvre n'est pas à l'abri d'un effondrement. D'ailleurs, à partir d'ici, il a fallu chausser des crampons. Loïc nous dit que nous grimpons sur des schistes cristallins, une roche extrêmement friable dans laquelle peuvent se former des poches d'eau, ce qui augmente encore les risques d'avalanche. La cavité que nous avons atteinte a été nettoyée de ces poussières minérales. Je la tire enfin, ma grotte bleue. C'est le Figaro qui va être content. Le gros bloc de glace laisse passer en transparence la lumière du jour. Oh, pas grand-chose, car nous nous trouvons à plusieurs dizaines de mètres de la surface. C'est assez pour donner à notre tunnel de glace une faible lumière bleutée qui rappelle assez les berlingots à la menthe. Il arrive aussi que la glace rompe sous la tension. Alors elle se déchire pour former une crevasse comme celle qui est là devant nous. Le spectacle est fascinant, mais nous devons nous dépêcher. Au-dessus, des flammes de givre, formées par le gel des infiltrations d'eau, menacent à tout moment de tomber. Comme elles sont aussi coupantes que des lames de rasoir, ce sont autant de guillotines pour nos têtes si jamais on a une qui nous tombait dessus. De l'autre côté de la crevasse, c'est là qu'on a repéré quelque chose de sombre, qui pourrait être un bout d'aile ou de fuselage d'un avion. Loïc a remarqué aussi, à une vingtaine de mètres, un rocher qui pourrait nous servir d'abri, en tout cas momentanément. Devant nous, la semelle du glacier s'enfonce en dénivelé de 70 degrés vers le fond de la crevasse. Elle doit bien faire entre 10 et 20 mètres de profondeur. Le glacier a bien décollé du verrou. Nous avançons en rappel sur le bord du dénivelé, accrochés par nos mousquetons à la corde que notre guide a fixée à la roche de schiste. Nous nous aidons pour avancer de nos piolets, et notre guide nous aide en nous devançant et nous disant où il faut mettre nos pieds. Il n'avait pas exagéré les risques. Le fracas des blocs qui se détachent de temps en temps de la voûte est encore amplifié par la profondeur. Il se répercute jusqu'en bas avec un bruit sinistre. Irons-nous plus loin? Ma lampe frontale commence à donner des signes de fatigue. Nous sommes là à reprendre notre souffle lorsque Loïc pointe sa torche en direction de la paroi en face. À quelques mètres, une cavité se découpe dans la glace. Une belle cavité en forme d'entonnoir, d'une matière lisse et brillante, en partie couverte de neige. C'est là que se trouverait l'épave de l'avion. Elle semble d'autant plus facile à atteindre qu'elle est reliée à la butte sur laquelle nous sommes
par un pont de glace qu'il suffirait de franchir. Seulement voilà, nous ignorons s'il est assez solide pour nous porter sur les 4 mètres qu'il fait environ. Posqué dessous, pas de doute, au bruit des blocs qui roulent dans le fond, la crevasse doit avoir une dizaine de mètres de profondeur. Il n'est pas question de rater notre coup. En face, sur la partie opposée, la grotte brille, avenante, dans la clarté de nos lampes, en myriades d'étoiles, comme une ruche de cristal. C'est là qu'elle est. Un souffle Loïc. Le mieux, c'est d'y aller doucement, fait-il. Et il me cale son sac d'1 tonne sur les épaules, entre les épaules, et me pousse devant lui, carrément, en me serrant le bras. Moins pour me soutenir que pour m'engager à y aller. Ça veut dire que j'ai pas le choix. Sous mes pieds, la glace craque, et des cailloux roulent dans le gouffre, avec des bruits sinistres, répercutés par l'écho. La grotte est là, à quelques mètres au bout du pont. Il est vrai qu'il paraît solide, mais est-il suffisamment pour me porter? Si je tombe, c'est la mort. Mon compagnon, qui va rester à l'arrière pour faire la photo, a deviné mon appréhension. « T'en fais pas, fait-il. C'est solide, et puis on a des cordes pour te tirer du trou si jamais tu tombes. Tranquille, tranquille, on est là. » Pas moyen de reculer sans remettre en question notre expédition. En face de moi, la voûte de glace a l'aspect accueillant d'une plage estivale sur laquelle les vagues auraient laissé des guirlandes d'écume blanche. À la lumière vacillante de ma torche, je distingue des milliers de fragments minéraux, comme des coquillages sur une plage de sable fin. Tout est calme, presque rassurant. Même le grondement sourd du glacier a cessé. Je vois l'avion qui frôle le grand rocher noir qui a surgi soudain de la brume, à quelques mètres de l'aile, le bruit de tôle qui se déchire, un choc, le cri des passagers, une secousse brutale et puis le silence. Quelques instants plus tard, les gémissements des blessés, les appels au secours, et puis le bruit cesse, le froid. Le bruit du vent qui s'engouffre au milieu des débris. Bientôt, il n'y a plus que le bruit du vent et le silence profond de la neige qui recouvre le drame peu à peu. Et la lente descente de la carcasse de l'avion avec ses passagers commence dans les profondeurs de la glace. J'en suis là, tout prêt à m'engager sur le pont de glace, quand un ruissellement léger attire mon attention. C'est comme le tintement cristallin d'un carafon remplissant un verre. Léger d'abord, anodin, il prend en quelques fractions de seconde, moins de temps qu'il m'aura fallu encore pour comprendre ce qui se passait, l'ampleur d'une trompe d'eau, une avalanche. Nous nous sommes jetés l'un sur l'autre. Celui qui était le plus près de la corde s'est agrippé de toutes ses forces à elle, et nous à lui, comme à une bouée au milieu de la tempête. Un craquement sec s'est fait entendre au-dessus de nous, comme d'un arbre qui s'abattrait au milieu de la forêt. Un coup de tonnerre, et là, une colonne noire a déferlé au même instant dans un souffle glacé, terrible, qui m'a soufflé au visage, déchiré ma ceinture, arraché le sac de mes épaules, entraînant avec elle le pont de glace et la grotte en face. Un tourbillon de boue gelée, de glace et de cailloux qui s'est abîmé avec un bruit d'enfer dans les profondeurs de la crevasse. Je revois les yeux exorbités de mes compagnons de cordée, nos doigts cramponnés à la corde, le tout n'a duré de quelques secondes. Dans le noir, une éternité.
Je n'ai même pas eu le temps de penser, ma vie est foutue. Rien. La surprise a été tellement grande qu'elle a bloqué toute émotion humaine. Ces quelques secondes, je les connais pour le restant de ma vie. Ensuite, la voûte s'est mise à craquer de tous les côtés, dans un bruit d'explosion de mine. Alors, apparemment, la montagne ne voulait plus de nous. On ne se l'est pas fait dire deux fois. On est retourné vers le point d'ouverture, le puits 5, sans proférer une parole. Comme nous n'avions plus qu'une seule torche, les autres étant partis au fond du trou, l'obscurité a permis de cacher ce que chacun ressentait. Vous pensez bien qu'on n'y est pas retourné. Moi, le lendemain, j'ai acheté une petite flasque d'eau de vie dans une boutique, dans laquelle flottent des petites paillettes d'argent. On appelle le massif Argentera parce que il y avait des mines d'argent qu'on n'y exploite plus depuis très longtemps. Et puis j'ai repris mon train pour Paris. Le Figaro Magazine a été déçu par notre aventure. Il s'attendait, d'abord il avait rêvé, ce qui est toujours, qu'il ne faut jamais faire avant de partir en reportage, puisqu'il y a une réalité. Et la réalité, en l'occurrence, c'est que ce ne sont pas des reflets bleus de transparence dans de la glace, on n'est pas dans un igloo, mais plusieurs centaines de mètres à l'intérieur du glacier où il fait noir, comme dans le cul du diable. Et c'est finalement, on l'a proposé à une revue qui s'appelle Ça m'intéresse, qui a publié ce reportage. Et c'est ainsi qu'il est sorti.